Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo questions-réponses parce que je reçois énormément de questions, que ce soit par mail ou sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, et j'ai pas forcément le temps ni la possibilité de répondre à tout le monde. Donc je vous avais dit de m'envoyer vos questions et je vais essayer de répondre au plus grand nombre. Donc c'est parti. Donc première question. Vas-tu reprendre la compétition IFBB Pro? Vous m'auriez posé la question il y a quelques mois, c'est vrai que je vous aurais dit non catégoriquement parce que j'étais vraiment focalisé sur ma reconstruction, ma récupération, guérison de mes blessures, même si c'est pas des blessures. Donc allez voir d'ailleurs mes vidéos, je l'ai expliqué pas mal de fois sur les vidéos donc, de mon opération, des complications qu'il y a eu après mon opération, etc., etc. Donc je ne vais pas y revenir dans cette vidéo là, allez voir ça pour ceux qui ne les ont pas vus. Donc c'est vrai que là maintenant que je commence à me sentir mieux et que je commence à récupérer, que ce soit musculairement, mentalement, physiquement, c'est vrai que ça commence à me manquer un petit peu. Donc je sais pas du tout, à vrai dire. Pour l'instant, c'est pas prévu en tout cas pour cette année. Je préfère récupérer au maximum, ne plus avoir de douleur. Peut-être l'année prochaine. Ça serait plutôt un challenge en fait pour moi. Mon objectif c'était vraiment d'avoir ma carte pro. Donc voilà, pour tous ceux qui m'ont suivi depuis longtemps, j'ai galéré comme un malade pour avoir ma carte pro. Et ensuite c'est vrai que mon objectif deuxième c'était de concourir à Olympia. Et le problème c'est qu'ils ont changé les règles au niveau de la qualification. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour se qualifier à Olympia. Avant, au niveau des men's physiques, si vous regardez les dernières années, ils étaient au moins une cinquantaine. Et maintenant ils ont voulu limiter à 25 il me semble, donc pour les prochaines années et pour cette année d'ailleurs en men's physique pour qu'il y ait beaucoup moins de monde, donc 25 dans le monde entier. Et pour se qualifier, il suffit plus de gagner une compétition pro comme avant, il suffit maintenant d'accumuler un certain nombre de points et donc ça devient très compliqué parce que du coup les mecs qui veulent se qualifier vraiment pour Olympia, ils doivent concourir chaque mois au final. Chaque mois, c'est-à-dire tout le temps en sèche, tout le temps en prépa et au final on n'a plus vraiment de vie quoi. Là il n'y a pas de juste milieu quand on veut vraiment y arriver, se qualifier, il faut consacrer sa vie uniquement à ça. Pour ma part, je ne suis pas pour l'instant prêt à faire ce genre de concession pour me qualifier, mais pourquoi pas un challenge voilà, pour l'année prochaine, pour faire un petit retour en compétition, voilà. Donc on verra bien, affaire à suivre. Allez, question suivante. Est-ce que tu es venu aux USA avec beaucoup d'économies? Donc j'avais fait une vidéo donc pour expliquer mon parcours, mon expatriation et tout ça, l'arrivée aux USA, à Miami et tout ça, donc ça je ne vais pas reprendre non plus en détail, mais en gros je ne suis pas arrivé aux États-Unis ou à Miami du jour au lendemain. C'est clair que j'ai attendu assez longtemps, j'ai attendu mes 30 ans, donc les circonstances à ce moment-là ont fait que c'était le bon moment pour moi de partir et effectivement j'avais mis pas mal d'économies de côté, j'avais travaillé énormément pendant de nombreuses années parce que c'est vrai que j'avais ce rêve depuis l'âge peut-être de 14-15 ans, donc voilà, ça faisait quand même très longtemps que ça me travaillait et j'ai pas eu la possibilité de le faire avant, donc j'ai énormément travaillé, mis de côté et tout ça pour pouvoir réaliser ce rêve, donc je suis pas venu les mains vides on va dire. Une question de Romain qui me demande que choisir entre le half body, full body, split, 3 jours, 4 jours. Pour répondre à ça, ça dépend de tellement de paramètres, ça dépend déjà de ton emploi du temps, ce que tu peux accorder comme temps à la musculation dans la semaine. Donc si tu peux accorder que 3 jours, 4 jours, 5 jours ou que tu peux aller t'entraîner tous les jours, ça dépend de ton boulot, de ta récupération, ça dépend de plein de choses. Donc du coup c'est difficile à répondre comme ça. Donc c'est vrai qu'en général pour les débutants, ceux qui commencent, on leur propose du full body parce que il faut construire les bases et au début s'entraîner 3 jours par semaine avec un jour de repos, c'est pas mal pour commencer. Ensuite on passe rapidement sur du half body, donc entraînement donc une fois le haut du corps, une fois le bas, un jour de repos, une fois le haut du corps, une fois le bas. Et ensuite le split, donc c'est un groupe musculaire par séance, des fois 2 groupes, c'est-à-dire un gros groupe et un petit, par exemple pec et puis un exercice de bras. Donc là ça nous laisse le temps de récupérer toute la semaine. Donc voilà, en fait il n'y a pas vraiment à choisir, en fait tu choisis en fonction de toi, de ton niveau, de tes disponibilités, de ta récupération, parce que un mec qui va travailler sur des chantiers tous les jours, il va pas forcément pouvoir récupérer aussi bien que quelqu'un qui aura un travail de bureau et qui aura la possibilité de s'entraîner tous les jours et le reste du temps peut-être de mieux récupérer, mieux manger, etc. Donc ça dépend de chacun. Après quand c'est ton boulot et que vraiment tu consacres ta vie à ça comme moi, je peux m'entraîner tous les jours,
je peux me permettre ça parce que j'ai le temps de récupérer, j'ai le temps de m'organiser pour manger, pour dormir, pour me reposer. Donc chacun est différent là-dessus. Donc voilà, ça dépend vraiment de chaque personne. Quel aliment favoriser avant de dormir? Ça dépend, encore une fois, c'est votre objectif. Si vous êtes en prise de masse, si vous êtes en sèche, ça dépend de plein de choses. Donc généralement on conseille des protéines à digestion lente, donc comme de la caséine ou quoi, mais je me suis rendu compte au fil des années qu'au final la caséine c'était quand même assez lourd pour le système digestif. Donc rapidement je me suis plutôt tourné vers une whey isolate, beaucoup plus facile à digérer, et en y ajoutant du lait d'amande par exemple, du lait de cajou, quelques amandes, etc. Vous ralentissez la vitesse d'absorption donc de la protéine isolate. Et donc pour moi ça me convient très bien comme ça avant de me coucher. Parfois aussi, plus en prise de masse, j'utilisais du yaourt grec à 0%. Après ça, il y en a qui le digèrent, d'autres qui ne le digèrent pas. Donc après c'est à vous d'essayer ce qui vous convient le mieux. Et puis vous n'êtes pas forcément aussi obligé de manger avant de vous coucher. Le tout c'est que vous ayez atteint vos calories et vos macros à la fin de la journée. Donc si votre dernier repas du soir au dîner, vous avez déjà atteint vos calories et vos macros, il n'y a pas de raison de manger avant de se coucher. Donc voilà. Question de David qui me demande où trouver les pâtes au konjac en France. Alors, vous voyez souvent dans mes stories quand je suis en sèche, c'est vrai que j'utilise pas mal les pâtes au konjac parce que c'est quelque chose qui a quasiment 0 calories, qui permet de bien remplir l'estomac et donc d'avoir de plus avoir faim après un repas. Et donc je les utilise soit en miso soupe, soit je les utilise comme pâte bolo on va dire, donc avec par exemple épinards, steak 5% et ketchup 0, et donc ça fait un super plat qui est quand même consistant et au final qui a très peu de calories. Donc pour la sèche c'est super. Et donc ça se trouve en France, puisque quand j'étais en France, je les ai trouvés notamment au rayon bio, donc que ce soit n'importe où, Carrefour ou Leclerc ou ailleurs, donc ça vous les trouvez, ou dans les magasins bio tout simplement, donc pâtes au konjac. Donc voilà, mais dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous les avez trouvés, dans quel magasin et tout ça, donc ça permettra d'aider un petit peu les autres aussi. Une question: comment s'appelle la barre de tirage pour le dos qu'on voit dans tes vidéos? Donc c'est vrai que pour ceux qui ont bien observé, pour mes séances dos, dans la salle Elevation Fitness notamment, donc à Miami, j'utilise pas mal les barres, ça s'appelle des barres, c'est Max Grip. Donc c'est des barres qui permettent au final c'est comme si vous aviez des crochets, et ça permet vraiment de soulager les avant-bras et donc d'avoir de sentir le dos vraiment beaucoup mieux. Et donc il y a les barres larges, un peu plus serrées, et des barres vraiment serrées aussi de tirage bas. Et donc c'est vraiment l'idéal, et comme ça je sens le dos vraiment top. Donc j'essaierai de mettre le lien en bas. Je sais pas si ça peut se commander en France, mais en tout cas je sais qu'il y a un site, donc je mettrai le site dans la description. Question de Evolution XS. Alors, pommes de terre ou patates douces en sèche? Alors ça c'est une question qui revient souvent, pommes de terre ou patates douces, parce qu'on parle beaucoup d'index glycémique, de valeurs nutritives, nutritionnelles et tout ça, et on a tendance à dire que la patate douce est meilleure, mais en fait honnêtement, si vous regardez les valeurs nutritionnelles de la patate, de la pomme de terre aux patates douces, il y a très peu de différence quand même. Il y a légèrement peut-être un index glycémique qui est légèrement moins élevé pour la patate douce, un peu plus élevé pour la pomme de terre, mais la pomme de terre contient certains nutriments meilleurs que la patate douce et inversement. Tant que vous restez dans vos macros et vos calories, au final il n'y aura pas vraiment d'incidence. Donc essayez de varier les deux. Celle que vous choisirez, c'est celle que vous préférez au goût, parce que pour pouvoir poursuivre une diète, il faut que ce soit quelque chose de plaisant, sinon vous n'allez jamais tenir dans le temps. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est le plus important. Alors ensuite, quels sont les fruits que l'on peut prendre en sèche? De la même personne d'ailleurs qui me demande ça. Il faut essayer de privilégier les fruits qui n'ont pas trop de calories et qui permettent aussi de se sentir full, c'est-à-dire de plus avoir faim après le repas. Donc c'est vrai qu'en sèche, moi j'utilisais pas mal le pamplemousse, parce qu'un demi-pamplemousse ça contient très peu de calories, je crois que c'est 40 calories, un truc comme ça, donc c'est vraiment très peu. Et par exemple en sèche, vous prenez une whey isolate avec un demi-pamplemousse et quelques noix de cajou, ça va vous faire un super encas. Et au final il y aura très peu de calories, et puis vous allez quand même vous sentir bien, pas frustré, et puis pas voilà, sans avoir cette sensation de faim. Donc j'utilise pas mal donc pamplemousse, des kiwis qui sont pas mal aussi, très riches en vitamine C.
Voilà, les pommes aussi, donc, parce que ça contient aussi pas mal de fibres. Le fait de mâcher et tout ça, ça vous permet d'avoir une consistance qui est quand même assez intéressante. Effectivement, il faut quand même les compter dans vos calories et vos macros. Même s'il y a du sucre, étant donné qu'il y a des fibres, ça va vous permettre de vous sentir, d'avoir cette sensation de satiété et donc de ne pas craquer sur autre chose et donc de respecter vos calories et vos macros dans votre sèche. Donc on dit qu'il ne faut pas prendre de fruits en sèche, mais c'est totalement faux. Si vous respectez et que vous en prenez 2 par jour, ça sera super. Il faut juste contrôler votre apport sur la journée, quoi. Et aussi les baies, super, les baies, vous le voyez souvent dans mes petits déjeuners, tout ça, aussi avant de me coucher, pas mal. Je prends aussi pas mal de myrtilles, quelques fruits rouges, donc ça aussi c'est super qualité nutritionnelle et très peu de calories, donc en sèche c'est aussi à privilégier. Question de Kamel. Bonjour Julien, déjà félicitations pour tes vidéos, merci à toi. Je souhaiterais savoir à partir de combien de mois tu as repris la musculation après ton opération hernie discale. Alors bon, je ne vais pas encore refaire toutes les complications qu'il y a eu après l'opération, donc ça a été, voilà, j'ai attrapé une bactérie à l'hôpital, donc ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Donc du coup j'ai mis 2-3 mois avant de sortir de l'hôpital et forcément après j'ai eu un corset et donc j'ai pas pu me réentraîner évidemment. Donc vous pouvez re-regarder mes vidéos donc de la suite de ça. Donc à la sortie de l'hôpital, j'ai commencé à m'entraîner avec du poids de corps et des élastiques, donc vous avez pu le voir sur mon déambulateur, etc. Et après, je suis allé en salle, malgré mon corset, j'ai fait du full body. Si vous avez une blessure, que vous revenez de vacances ou d'un arrêt prolongé ou tout ça, essayez de réattaquer par du full body. Je pense que c'est le meilleur moyen quand même pour récupérer assez rapidement. Donc voilà, j'ai fait du full body pendant au moins 2 mois facilement. Au début, donc j'ai fait que sur des machines, donc pour essayer de faire les choses le mieux possible sans me blesser. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure solution quand on revient de ça. Et ensuite, petit à petit, j'ai recommencé après, une fois que j'ai pu enlever mon corset, sur des machines, puis après petit à petit avec des poids libres assez légers au début, toujours assis. Et même maintenant, je fais encore très attention, je fais très peu de choses debout. Donc voilà. Il y a toujours moyen de toute façon de s'entraîner malgré une blessure ou après une blessure, il suffit d'adapter son entraînement. Alors Loïc, bonjour, je me présente, je m'appelle Loïc, j'ai 21 ans, je suis auvergnat. J'ai une hernie discale L5-S1 côté droit depuis 1 an et demi, j'ai dû passer plusieurs examens, radio, scanner et RM, j'ai subi en décembre 2007 une infiltration qui a été un échec. J'ai fait du kiné, 25 séances, grâce à ça je n'ai plus la douleur dans la jambe quand je marche, mais ça me tire quand même encore quand je produis un effort. Mon mal de dos est toujours persistant, je n'arrive plus à vivre avec la douleur, donc je voulais savoir si je pouvais faire la même opération que toi, sachant que je pratique le football depuis l'âge de 6 ans et que je ne peux pas vivre sans sport et que je veux me mettre à la musculation. Donc je me permets de te contacter car j'aimerais recevoir des informations et des conseils suite à cette opération. Alors, c'est difficile à te répondre parce que est-ce que ça a été une bonne chose ou pas? Je ne peux pas vraiment encore te dire, j'ai pas encore assez le recul nécessaire pour ça, donc je te dirai ça peut-être l'année prochaine. Mais si moi j'ai décidé de le faire, si tu veux, j'ai ça depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans, ces hernies discales, donc c'est pas lié à la musculation, c'est plutôt génétique. Et donc voilà, j'ai traîné ça depuis très longtemps. Et le problème c'est que d'année en année, je me bloquais de plus en plus dans le lumbago paralysant à répétition et tout ça. Et ces dernières années, c'est vrai qu'avec peut-être l'enchaînement des compétitions et tout ça, la déshydratation, ça a fait que les disques se déshydratent de plus en plus et que je me bloquais encore de plus en plus et honnêtement ça devenait invivable. Je me bloquais, je restais 10 jours, des fois 15 jours au lit sans pouvoir bouger et donc j'ai décidé de chercher une technique qui s'appelle herniectomie justement parce que je voulais pas une vraie opération classique où on nous ouvrait, où c'était vraiment voilà, j'avais entendu parler de cette opération qui s'appelle herniectomie. C'est donc des micro-aiguilles qu'on rentre, on est sous un scanner donc, et on rentre des aiguilles et on va aspirer en fait les hernies et donc gratter autour donc pour les enlever sans ouvrir. Donc c'est de la microchirurgie. Donc je m'étais beaucoup renseigné avant de faire cette opération. Je ne peux pas dire que cette opération a été un échec en elle-même puisque c'est pas l'opération en elle-même qui m'a causé ces complications, c'est les complications, ça s'appelle une maladie nosocomiale malheureusement. Ça existe plus que ce qu'on le croit de partout dans les hôpitaux. Voilà, c'est des bactéries qu'on peut attraper pendant l'opération. Ça peut être suite à une mauvaise hygiène de la peau au niveau du nettoyage lors de l'opération, ça peut être plein de choses. Donc j'ai pas eu de chance.
Donc ça ne veut pas dire que toi tu vas avoir ça, surtout pas. C'est quand même très très rare. Donc voilà, pour le coup j'ai pas eu de chance, mais ça peut très très bien se passer. Donc honnêtement, si ça t'empêche complètement de vivre, ben, je te dis renseigne-toi bien et pourquoi pas. Mais si tu peux l'éviter au maximum, tout ce qui est opération, éviter. Il faut vraiment éviter si c'est possible. Avant ça, j'avais fait tout ce qui était possible, inimaginable, de l'ostéo, j'avais fait du kiné, j'avais fait aussi pendant plus de 6 mois aux États-Unis les techniques de décompression lombaire. Donc je faisais ça 3 fois par semaine avec des machines ultra sophistiquées. Donc c'était vraiment, ça m'avait vraiment amélioré la vie de faire ce genre de décompression discale. Le problème c'est que dès qu'on arrête, c'est terminé, ça revient aussitôt. Donc c'est quelque chose qu'on est obligé de faire à vie et tout ça, et je ne pouvais plus le faire, c'était vraiment quelque chose de trop contraignant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Mais si ça existe en France, la décompression lombaire, pourquoi pas essayer de le faire. Donc dites-moi-le d'ailleurs dans les commentaires si vous savez si ça existe, décompression lombaire, j'essaierai de vous mettre des petites images de ce que j'avais fait. Donc c'était quand même assez efficace. De toute façon, avant de prendre une quelconque décision, il faut que vous alliez voir plusieurs, je pense, médecins, chirurgiens, plusieurs avis. Donc voilà, il existe plusieurs solutions au problème. Donc voilà, je te conseille avant de te renseigner au maximum possible et d'envisager l'opération vraiment qu'en dernier recours. Alors ensuite, bonjour Julien, j'espère que tu vas bien, j'ai regardé toutes tes vidéos, tu es mon youtubeur favori, ben, merci beaucoup, c'est gentil. J'ai 15 ans, je pratique la musculation depuis quelques mois et je m'intéresse beaucoup à la nutrition. J'ai commencé par du full body sur 3 jours par semaine et maintenant je viens d'être en vacances, j'aimerais commencer à faire un split ou quelque chose du style car j'aimerais m'entraîner 5 fois par semaine, mais je ne sais pas si les 2 jours de repos doivent se suivre et je ne sais pas combien de calories je dois consommer en plus de mes calories de maintien pour une bonne prise de muscle. Alors, donc super question. Moi pour la petite histoire, j'ai commencé aussi à 14-15 ans par des pompes dans ma chambre tout simplement. Au début j'avais, je l'ai déjà raconté plein de fois, mais j'avais vraiment à l'époque il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, rien du tout. Donc il y avait des magazines donc de bodybuilding pur et dur et voilà, donc je savais absolument pas du tout comment m'entraîner. Donc je faisais uniquement des pompes dans ma chambre, j'en faisais le plus possible à l'échec et je faisais ça tous les jours avec des abdos. Et après, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à aller en salle. Et à l'époque, je sais pas, bizarrement, personne parlait de full body. Donc, les salles étaient tenues par des bodybuilders. Donc, je me suis entraîné plus ou moins quasiment directement comme un bodybuilder en split, quoi. Donc, je ne suis pas vraiment passé par l'étape full body. Donc, c'est vrai que j'ai jamais trop aimé ça. Donc le full body, comme je vous l'ai dit, je l'utilise uniquement en récupération, après ma blessure bien sûr, après des vacances, en reprise et tout ça, je trouve que c'est super. Et je l'utilise aussi en full body circuit training avant les compétitions aussi pour le rebond glucidique et tout ça. Donc voilà. Mais après il ne faut pas vous imposer parce qu'on vous a dit que le full body il fallait absolument en faire parce que vous étiez débutant. Si vous n'aimez pas ça, laissez tomber. Je veux dire, c'est avant tout, il faut faire la musculation, le body par plaisir. Parce que sinon vous ne durerez pas. Donc si vous faites du full body parce qu'on vous a dit de faire du full body parce que c'est comme ça et pas autrement et qu'il faut commencer la muscu et que vous ça vous emmerde, eh ben ne le faites pas. Faites du split. Parce que voilà, si tu as la possibilité de t'entraîner 5 fois par semaine, que c'est quelque chose qui te plaît, que tu as envie d'y aller, que tu vas te donner à fond, eh ben vas-y, au contraire. Mais par contre, il faut le faire correctement et faire des séances assez courtes. Donc à l'époque, pour ma part, je faisais des séances de 45 minutes, pas plus, mais super intenses. Donc évidemment, je ne faisais pas mes programmes d'entraînement que je fais aujourd'hui, qui sont bien plus importants, parce que forcément, après 22 ans de muscu, on ne peut pas s'entraîner comme je m'entraînais il y a 22 ans. C'est normal. Donc maintenant, j'ai besoin effectivement de rajouter des techniques d'intensification de l'entraînement, toujours brusquer l'organisme, choquer le corps, pour avoir pour progresser encore. Donc c'est de plus en plus difficile et forcément le volume d'entraînement à mon âge maintenant, après toutes ces années d'entraînement, forcément il est plus important que quand on va commencer la musculation. Donc vous pouvez tout à fait vous entraîner en split même si vous êtes débutant, mais il faudra
tout simplement réduire le volume d'entraînement en réduisant le nombre de séries. Et au début, vous n'avez pas besoin d'utiliser des techniques d'intensification d'entraînement comme les drop sets, les pauses partielles, tout ce genre de trucs. Au début, on n'a pas besoin de tout ça. Donc entraînez-vous basique, la base, et le plus lourd possible, mais avec une technique la plus propre possible. Donc voilà, il faut essayer de trouver un bon équilibre entre la bonne technique et le lourd. Donc voilà, c'est le conseil pour progresser au maximum. Je ne sais pas combien de calories je dois consommer en plus de mes calories de maintien pour une bonne prise de muscle. Donc pour tout te dire, quand j'ai commencé, c'est vrai que je ne me préoccupais pas vraiment de la diététique. Donc au moins, allez, mes 2 premières années d'entraînement, j'ai progressé de toute façon. Je pouvais manger presque n'importe quoi, on va dire. Je prenais du muscle et ça arrive quasiment à tout le monde quand vous commencez la musculation parce que votre corps n'est pas habitué du tout à ce genre d'effort. Et donc quoi que vous fassiez, vous allez progresser. Après, ça dépend évidemment de la génétique de chacun. Et puis rapidement, vous allez stagner si vous ne mettez pas en place rapidement un bon plan d'entraînement et un bon plan nutritionnel. Et pour le plan nutritionnel, au niveau de l'alimentation, on voit trop souvent des plans de prise de masse énormes et au final, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on prend énormément de la graisse et donc ça m'était arrivé également pour moi quand j'avais fait ma première compétition. Après ma première compétition, j'avais voulu faire attaquer direct une prise de masse et ça déjà c'est l'erreur à jamais faire. Hein. Quand vous finissez une sèche, ne repartez pas direct sur une masse, il faut une phase de transition, sinon vous courez droit à l'échec et c'est prise de gras garantie. Et donc forcément j'avais voulu recopier en fait un plan nutritionnel de bodybuilder professionnel que j'avais vu sur Muscle Fitness et tout ça, un plan à je sais plus combien de calories, 6000, 7000 ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien sûr, je suis devenu gras comme un cochon et quand j'ai voulu refaire une sèche derrière, au final je m'étais rendu compte que j'avais pris peut-être qu'1 kilo de muscle. Donc ça valait vraiment pas le coup de prendre 15 kilos de gras pour si peu. Donc c'est pour ça que c'est pour une prise de masse, il faut déjà que vous calculez vos calories de maintien. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur mon site, j'ai mis en place un calculateur de calories et macros que vous pouvez avoir accès donc gratuitement, en accès libre. Et donc grâce à ça, vous allez calculer vos calories de maintien et vos calories de prise de masse. Donc voilà, utilisez ce calculateur et vous verrez qu'au niveau de la prise de masse, après bien sûr, ça dépend de votre travail, ça dépend de votre niveau d'activité, de plein de choses. Donc une diète de prise de masse au niveau des calories, ça ne sera pas la même chose pour quelqu'un qui travaille dans la maçonnerie et qui a un métier physique qui se dépense toute la journée que pour une personne qui travaille dans un bureau toute la journée et qui va à l'entraînement juste 3 fois ou 4 fois par semaine. Donc voilà, c'est adapté à chacun. Donc sur le calculateur de calories et macros, vous pouvez choisir votre niveau d'activité aussi et donc comme ça va vous calculer exactement vos calories de maintien, prise de masse ou sèche. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil à tout ça. Salut Julien, peux-tu me donner une solution pour les poignées d'amour? La solution pour les poignées d'amour, c'est la diète, il n'y a pas à chercher. Les hommes, ils stockent au niveau des poignées d'amour, au niveau du ventre, et les femmes, elles stockent au niveau des hanches, des fessiers, tout ça. Donc il n'y a pas, si tu veux, on ne peut pas perdre du gras de façon localisée. On ne peut pas dire je vais perdre du gras à cet endroit-là précis, je veux perdre du gras des pecs, je veux perdre du gras des poignées d'amour. Ça ne marche pas comme ça, on ne perd pas du gras localement. Donc on perd de façon, c'est un peu aussi génétique la façon de perdre de tel ou tel endroit, mais on perd globalement. Donc pour ça, il faut être en restriction calorique et perdre du gras tout simplement. Donc pareil, c'est la diète, entraînement et cardio. Alors Julien, tu as fait une story Instagram où tu parles de tes céréales, tu les trouves où? Quel magasin vend ça? Je souhaite en prendre, merci. Alors je suppose que tu dois parler des céréales organiques Whole Grains que j'utilisais au petit déjeuner ou alors les Fiber One, je varie entre les deux. En France, ce ne sera pas la même marque forcément, j'ai pas trouvé ce genre de truc en France. Mais ce qu'il faut regarder à tout prix, c'est les valeurs nutritionnelles, donc regardez bien le paquet et au niveau des sucres, les céréales que j'utilise sont vers 1 à 2 grammes et donc ensuite céréales complètes et donc les valeurs nutritionnelles sont vraiment super correctes. Donc voilà, vous pouvez le trouver je pense rayon bio dans n'importe quel magasin ou grande surface en France. Veillez bien à regarder les valeurs nutritionnelles et surtout évitez tout ce qui est fitness machin, vous voyez marqué protéines, céréales fitness, Kellogg's fitness ou je sais pas quoi. Regardez derrière, en général c'est bourré de sucre et c'est très pauvre niveau nutritionnel. Donc en fait le sucre appelle le sucre, donc ce qui veut dire que au plus vous allez prendre des céréales
le sucré, au plus vous allez en vouloir et ça va devenir une addiction et du coup vous allez avoir plus de mal à respecter vos calories et vos macros parce que vous allez dépasser les quantités et les portions. Donc c'est pour ça, essayez de regarder à ce que ça ne dépasse pas 2 à 3 grammes de sucre par portion. Donc voilà, lisez bien les étiquettes. Alors bonjour Julien, j'aimerais savoir quels sont les indicateurs qui permettent de savoir si l'on va trop loin en prise de masse, trop de prise de gras ou en sèche, perte de muscle. Déjà, je ne conseille pas de partir sur une prise de masse si on est à plus de 15%, allez 16-17% de masse grasse, parce que ça sera assez négatif et vous n'allez pas voir réellement vos progrès. Donc si vous commencez une prise de masse alors que vous êtes déjà trop gras, c'est pas une bonne chose parce que de toute façon le fait d'être plus gras qu'un certain seuil, ça va baisser vos niveaux hormonaux, vos niveaux de testostérone et tout ça, et ça ne sera pas efficace pour la prise de masse. Donc c'est vrai que si on est trop gras, je conseille d'abord de faire un dégraissage sans faire une sèche extrême non plus, et une fois que vous êtes aux alentours voilà, en dessous de 15%, je dirais, à ce moment là vous pourrez partir sur une prise de masse. Donc les indicateurs, en général je conseille de prendre 2 kg par mois lors d'une prise de masse propre, et quand on commence à dépasser les 2 kg, malheureusement c'est souvent pas mal de gras, de l'eau aussi évidemment, donc voilà, regardez bien la balance et surtout le miroir, hein, je dirais. Dès que les abdos commencent vraiment à disparaître complètement, là c'est que vous êtes allé peut-être un petit peu trop loin, donc il serait temps de passer à une sèche. Et inversement, pour une sèche, qu'est-ce qui permet de savoir quand est-ce qu'on va trop loin? Je dirais avant tout, c'est les premiers signes, les gros signes de fatigue. Ça moi je les ai ressentis direct dès ma première compétition. À un moment donné, quand vous commencez à taper dans le muscle, à puiser dans le muscle, là vous êtes vraiment vous êtes super fatigué tout le temps, vous avez une énorme baisse de libido liée à la baisse de testostérone aussi, parce que quand vous êtes en sèche de façon extrême, vous baissez aussi vos niveaux hormonaux, et donc là c'est malheureusement c'est pas bénéfique du tout, parce que vous allez perdre du muscle et vous allez avoir du mal à continuer à sécher. Donc c'est pour ça qu'une sèche ça doit être de façon lente et progressive, et alterner ensuite, passer sur des diètes cycliques pour relancer le métabolisme, relancer les niveaux hormonaux et du coup éviter la stagnation. Donc voilà, quand tu commences à ressentir tout ce qui est baisse de performance, baisse de libido, baisse de force, que tu commences à moins dormir aussi, donc ça joue beaucoup sur le sommeil aussi, tu as les niveaux de cortisol qui commencent à être trop hauts, donc je te conseillerais de faire une prise de sang déjà, parce que tu sauras du coup, tu demandes une prise de sang avec tes niveaux hormonaux, et donc de vérifier tes niveaux de testostérone, tes niveaux de thyroïde, tes niveaux de cortisol. Donc tout ce genre de choses, ça va te permettre de savoir si tu es allé trop loin et si tu es en surentraînement aussi. Donc super important. C'est pour ça que pour mes clients en coaching personnalisé, je leur demande souvent, régulièrement, des analyses et bilans sanguins complets pour savoir justement où on en est au niveau hormonal, parce que c'est vrai qu'on peut avoir la meilleure diète du monde et le meilleur entraînement possible, si on est dans les choux au niveau hormonaux, on ne va pas progresser. Donc voilà, super important. Alors ensuite, salut Julien, j'ai une question au sujet des entraînements des jambes. Alors, faut-il obligatoirement pousser lourd avec des séries courtes ou au contraire un poids modéré en travaillant de façon isolée, donc avoir une grosse congestion? Merci pour ta réponse. Alors, ça, il y a plusieurs écoles aussi là-dessus. Il y en a qui disent qu'il faut pousser lourd pour avoir des jambes, pour progresser. D'autres qui disent qu'il faut pousser léger, contraction volontaire. Je dirais qu'il n'y a pas réellement de règles et c'est vraiment réellement différent d'une personne à l'autre. Et donc pour ça, il faut tester. Et pour ma part, je suis partisan de changer régulièrement vos cycles d'entraînement. Donc en général, moi je fonctionne tous les mois par cycle d'entraînement. Chaque mois, ça change. Il peut y avoir des cycles de force, donc avec des cycles lourds, et après passer à des cycles plus légers, des cycles de congestion, des supersets, du super lent, des drop sets, donc tout ce genre de choses. En fait, il n'y a pas réellement de règles, il faut que vous bousculiez vos habitudes. Gaëtan qui me demande, pour avoir un physique athlétique, c'est mieux de rester assez sec toute l'année ou de faire une prise de masse de 5-6 kg pendant 5-6 mois environ? Alors la question, ça dépend de plein de choses, ça dépend de ton niveau, ça dépend de
plein de paramètres. C'est mieux, ça dépend ce que tu recherches avant tout. Si tu recherches à rester sec toute l'année, tu vas effectivement progresser un peu plus lentement en termes de prise de masse, mais c'est tout à fait réalisable de faire une prise de masse propre. Donc comme tu dis, en prenant 5-6 kg pendant 6 mois, 1 kg par mois, c'est vraiment super. Si tu arrives à rester sec en prenant 1 kg par mois, c'est le top. Donc pour ça, moi je pense qu'il vaut mieux rester du coup dans tes calories de maintien et de temps en temps de te faire plaisir avec un petit cheat meal par semaine, donc pour relancer la machine. Et donc ce cheat meal, ça va te faire au final dépasser tes calories à la semaine, et du coup ça va te provoquer ce petit surplus calorique qui va te permettre d'être en prise de masse tout en restant propre, quoi. Donc pas besoin d'être en calories de prise de masse, on va dire, reste en calories de maintien et tu t'autorises voilà, un repas plaisir dans la semaine. Donc question de Alexandre, je voulais savoir si les compléments alimentaires sont réellement indispensables pour progresser. Alors je vais vous répondre tout simplement, non, ils ne sont pas indispensables si vous arrivez à rentrer dans vos calories et vos macros au quotidien par l'alimentation. Donc ça c'est assez possible si vous n'êtes pas trop lourd par exemple. Si vous faites 70 kg, vous pouvez très bien atteindre vos calories et vos protéines à la journée en mangeant normalement, parce qu'en gros si on compte que vous devez à peu près 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines par jour, si vous faites 70 kg, vous aurez besoin de 140 grammes par jour. 140 grammes par jour, vous pouvez quasiment les atteindre voilà, avec du blanc de poulet, avec des blancs d'œufs, avec du fromage 0%, mais voilà, il va falloir plusieurs repas par jour, et puis bon, ça peut aller. Maintenant, si vous faites 90 kg, déjà ça va être un peu plus difficile, parce qu'il va vous falloir presque 200 grammes de protéines par jour. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir manger toutes les 2-3 heures avec des portions vraiment conséquentes. Donc ça va être assez difficile, et puis si vous, selon votre travail, vous allez être à l'extérieur, ou vous n'allez pas forcément emporter pour le goûter votre blanc de poulet ou votre steak, etc. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'emporter un shaker et de le boire, ou une barre protéinée ou quelque chose qui va remplir vos besoins en protéines et en calories. Donc voilà, disons c'est une question pratique. Ensuite, par exemple, pour la créatine, si tu veux, tu peux l'avoir par l'alimentation, mais dans ces cas-là, il faudrait manger des kilos de viande rouge ou de poisson. Et le problème, c'est qu'en mangeant autant, au final, tu vas dépasser tes calories, et donc tu vas plus rentrer dans tes calories et tes macros, et ça va être énorme. Et puis, on ne peut pas manger des kilos de viande. Voilà, donc ça en contient, si tu veux, naturellement dans l'alimentation, tu as de la créatine, mais il n'y en a pas assez. Si tu veux, il faudrait entre 3 et 5 grammes de créatine par jour pour progresser. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir une petite scoop après ton entraînement. Donc voilà, c'est surtout question pratique. Après pareil, pour tout ce qui est par exemple poudre d'avoine, c'est aussi super pratique. Pour les recettes par exemple, comme vous le voyez, je fais souvent des recettes protéinées, voilà, de bowl cake, de crêpes protéinées, pancakes, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour moi de mettre de la poudre d'avoine que de mixer les flocons, et puis voilà, pour plein de choses. Et même pour ceux qui ont du mal à prendre du poids, par exemple les gainers, moi je ne recommande jamais les gainers parce que souvent c'est très sucré, malgré le fait qu'il y ait de nouveaux gainers qui commencent à sortir avec justement de la patate douce dedans. Ils rajoutent des bons glucides à un index glycémique un peu plus bas et tout ça. Donc voilà, mais c'est encore assez rare. Donc c'est vrai que c'est plus pratique de faire son gainer soi-même avec de la poudre d'avoine, une bonne whey, et puis on se prend une banane et ça nous fait un super encas. Donc voilà, super pratique. Voilà, et tout ça après, pareil pour les vitamines, les minéraux, les BCA. Donc voilà, si tu veux, ça sera toujours un petit plus, mais ce petit plus, ça va pas tout faire. Ça va être peut-être 5 à 10% de tes résultats, mais ça va pas non plus être 90% tu vois, de tes résultats en musculation. Si tu n'as pas un plan de diète vraiment bien structuré et un entraînement bien structuré, tu pourras prendre tous les compléments du monde, tu ne progresseras pas. Donc voilà, les bases, et les compléments, c'est la cerise sur le gâteau. Alors question super intéressante, quel est le meilleur moment de la journée pour s'entraîner? Alors cette question est revenue tellement de fois que du coup j'ai écrit un article complet là-dessus, donc dans ma rubrique blog sur mon site, donc allez checker tout ça. Mais en gros, pour résumer, ça dépend vraiment de votre emploi du temps. Donc pour ma part, je m'entraîne plutôt le matin parce que c'est plus simple pour moi. Donc voilà, je me lève, je déjeune ou je déjeune pas, ça dépend si je suis un jeûne intermittent ou pas, et je vais m'entraîner direct, et comme ça après j'ai tout le temps pour organiser mon boulot, ma journée, et c'est beaucoup plus simple pour moi pour l'organisation. Donc ça c'est personnel, mais voilà, allez checker tout ça, c'est beaucoup plus détaillé dans mon article.
Comment va ta blessure au dos? Plus de douleur, donc ça s'améliore. Donc voilà, petit à petit ça s'améliore. Les douleurs évidemment elles sont toujours là et ça durera encore certainement pendant au moins 6 mois je pense. Donc c'est très long à guérir. J'ai arrêté quasiment tous les antidouleurs. Donc pour moi c'est une énorme victoire déjà. Donc j'arrive sans antidouleur à supporter la douleur. Donc voilà, c'est surtout la nuit, mais après sinon la journée ça va à peu près, c'est surtout en voiture, à l'entraînement comme on est chaud ça va aussi. Donc voilà, je fais en sorte de ne pas la ressentir pendant l'entraînement, de faire tout comme il faut. Donc voilà, ça s'améliore progressivement. Donc bon, on va croiser les doigts et on va faire en sorte que tout aille pour le mieux, le plus rapidement possible. Question de Hamza, doit-on obligatoirement descendre jusqu'au talon pour le squat ou le demi-squat est efficace également? Donc ça dépend ce que tu veux privilégier et travailler. Donc je dirais que à la limite pour un débutant, pour apprendre le mouvement du squat, c'est intéressant de descendre jusqu'en bas. Mais après ça dépend si tu veux plus prendre au niveau des fesses ou des cuisses, quadriceps et tout ça. Donc pour ma part, j'ai plus de fessiers que de quadriceps et d'ischio. Donc pour moi ça n'a aucun intérêt de descendre tout en bas, en plus surtout avec mes problèmes de dos, mais ça c'est encore autre chose, pour le squat. Et pareil pour tous ceux qui sont en catégorie classique physique, ils ont besoin d'avoir des cuisses vraiment plus grosses que les fessiers pour avoir cette sensation de X en fait, et donc de galbe. Donc si vous avez des trop gros fessiers, ça fera une sensation moins impressionnante on va dire que des cuisses super galbées. Donc voilà, ça dépend vraiment de plein de choses. Après pour les filles qui veulent développer des fessiers bien plus volumineux, ben là par contre oui effectivement c'est plus intéressant de descendre tout en bas. J'ai une question sur la contraction volontaire. Doit-on contracter le muscle volontairement par exemple pour les pectoraux lors de la phase de descente et de remontée ou seulement sur la phase de remontée? Alors, bon, la question de la contraction volontaire, c'est une longue question, ça prendrait plus d'une vidéo pour y répondre. Donc moi je suis assez partisan de ça, mais il faut trouver vraiment un équilibre entre contraction volontaire et charge de travail. Donc si vous faites une contraction volontaire, on va dire, mais que la charge de travail n'est pas assez élevée, eh ben, il n'y aura pas réellement d'impact pour provoquer justement une hypertrophie. Donc voilà, il faut que la charge d'entraînement soit suffisamment importante, avec une technique bien sûr irréprochable, pour permettre un bon développement musculaire. Mais si vous faites une contraction volontaire pour faire une contraction volontaire et que la charge de travail au final elle est pas assez intense, eh ben, il n'y aura aucun effet. Donc si tu veux, c'est vraiment, je pense que quand on est débutant, parler de contraction volontaire c'est pas réellement la chose la plus importante au début. Parler de technique oui, mais honnêtement la contraction volontaire je ne l'ai pas sentie avant plus d'une dizaine d'années d'entraînement. Au début je ne me focalisais pas réellement là-dessus, parce que tout simplement on n'a pas assez d'expérience, pas assez de recul. Donc après 22 ans de muscu, je peux te dire que là, je suis dans la contraction volontaire que depuis quelques années. Mais quand tu commences, te parler de contraction volontaire directe, ben c'est pour moi un petit peu trop tôt, parce qu'on n'a pas suffisamment le recul pour ça. Donc quand on est débutant ou qu'on est dans ces 5 premières années de muscu, je pense qu'il faut justement se focaliser sur la technique, mettre le plus lourd possible tout en respectant la technique. Et après ces 5 années d'entraînement, c'est là qu'on va commencer à stagner et tout ça, où là on va rechercher toujours à progresser encore plus, toujours de nouvelles techniques d'intensification de l'entraînement. On va rajouter des drop sets, des phases excentriques, du super lent, des pauses partielles, on va rajouter tout ce genre de trucs. Et là, bien sûr, on va encore engager un peu plus dans la contraction volontaire. Mais je pense, te prends pas trop la tête là-dessus, tant que tu respectes la technique, tant que tu mets suffisamment lourd. Et dans la phase de descente, comme tu me dis, c'est une phase excentrique. Donc comment réaliser une contraction volontaire dans une phase excentrique? Ça n'a pas de sens pour moi, tu vois ce que je veux dire? Donc retenir la descente, oui, bien sûr, mais une contraction volontaire dans une phase excentrique, ça n'a pas réellement de sens. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je sais que c'est un peu confus, mais voilà, vous prenez pas trop la tête là-dessus. Poussez lourd avec une technique irréprochable, vous serez au top. Allez, dernière question, parce que sinon on va y passer la nuit. Comment as-tu lancé ton business à Miami? Alors,
Ça, j'avais fait une vidéo il y a déjà peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, je sais plus quand j'ai lancé ma chaîne YouTube maintenant. Donc c'était mon rêve américain, comment j'avais fait pour venir à Miami et tout ça. Donc c'est une vidéo qui est tellement longue que je peux pas la refaire maintenant parce que ça prendrait trop longtemps, ça serait trop ennuyeux. Mais voilà, je ne suis pas arrivé à Miami sans rien, sans diplôme, sans business, ni rien. J'avais déjà un Master 2 en entraînement sportif, sciences du sport et de la santé, etc. Un diplôme de préparateur physique de sportif de haut niveau, brevet d'état, haltérophilie, culturisme, etc. Donc je suis arrivé avec un gros bagage déjà derrière, je suis arrivé avec des économies. Disons que j'ai quand même assez calculé mon coût, même si une fois qu'on est arrivé, tout ce qu'on a calculé, ça ne sert à rien. Parce qu'au final, ça ne se passe jamais comme tu veux. Donc, mais après, bon, c'est ça qui est aussi excitant, on va dire, parce que si tout se passait comme on voulait, bah, la vie serait pas marrante. Donc voilà, ça a été quand même une expérience de folie assez compliquée. Donc voilà. Et pour faire court, si tu veux, pour avoir mon premier visa quand je suis arrivé aux États-Unis, donc déjà je suis arrivé dans une école d'anglais donc pendant un mois, et après ça j'ai cherché à avoir mon premier visa. J'ai fait aussi des allers-retours et tout ça, je l'explique dans l'autre vidéo, et j'ai eu mon premier visa par une agence de modèles mannequins donc à Miami qui s'appelait Mega Model. Et donc c'était un visa qu'on appelle Extraordinary Ability, donc compétences extraordinaires. Et en fait, si tu veux, ce visa-là, il est possible si on a des compétences, comme ils appellent, extraordinaires dans son domaine. Donc moi c'était effectivement le fitness, la musculation, le bodybuilding et tout ça, et grâce à mes diplômes, grâce aux magazines, aux couvertures de magazines, émissions de télé, grâce aux compétitions que j'avais gagnées, grâce à tout ça, plus le sponsor, donc l'agence de modèles à Miami qui m'a sponsorisé, tout ça, ça a fait que j'ai réussi à avoir mon visa O. Et donc j'ai enchaîné ensuite ce visa O, j'ai essayé d'enchaîner directement sur la carte verte parce que je voulais pas être rattaché à une société, parce que quand vous avez un visa, vous êtes attaché à une société, et si un jour la société elle veut vous dégager, eh ben, elle peut vous dégager et vous rentrez chez vous. Donc voilà, donc je voulais très vite me débarrasser de ça. Du coup j'ai voulu passer sur une carte verte assez rapidement, et donc je me suis auto-sponsorisé si tu veux. Donc grâce à tout ça, grâce à tous mes diplômes, mes compétitions, tout ce que je viens de t'expliquer, j'ai réussi ensuite à avoir ma carte verte. Mais ça a été le parcours du combattant, ça a été un dossier énorme comme ça. C'est aussi des frais d'avocat que tu ne peux même pas estimer. Au début tu t'attends à une certaine somme et au final tu dépenses le double. Enfin bref, tout ne se passe jamais comme prévu. Mais bon, quand on lâche rien, on peut arriver à ce qu'on veut. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Donc je me suis battu jusqu'au bout pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut jamais rien lâcher, même s'il y aura toujours des obstacles de partout, de toute façon, sinon ça serait trop simple et tout le monde le ferait. Donc pour en revenir à mon business à Miami, comme je t'ai expliqué, je ne suis pas arrivé sans rien ici, j'étais déjà coach sportif à la base, donc du coup j'ai fait petit à petit mon trou ici. En faisant des compétitions, tu rencontres aussi du monde, tu te fais connaître des juges. J'ai enchaîné, comme tu as pu le voir, les compétitions pour pouvoir avoir ma carte pro. Donc tout ça, je me suis fait connaître petit à petit, et du coup c'est vrai que j'ai eu de plus en plus de demandes, que ce soit pour du coaching, pour du posing personnalisé aussi, j'ai le vice-président de l'IFBB qui m'invite régulièrement sur des séminaires en tant qu'intervenant, donc pour apprendre à poser aux nouveaux, pour apprendre aussi les règles, pour raconter aussi mon expérience, mon parcours et tout ça, parce qu'il faut savoir qu'à Miami il y a beaucoup aussi d'immigrants qui viennent d'Amérique latine et ailleurs, et qui eux aussi veulent avoir leur carte pro IFBB, et du coup c'est vrai que mon parcours ça les inspire un petit peu aussi, parce que ils se sentent un petit peu comme moi, ils viennent d'un autre pays et ils veulent aussi décrocher leur carte pro IFBB aux États-Unis, etc. Donc voilà, je raconte aussi en plus de tout ça mon expérience, et grâce à ça j'ai pu développer mon réseau, etc. Et donc voilà, et puis construire mon business autour de ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous avez un objectif en vue dans votre vie, ça ne va pas malheureusement se passer comme vous le souhaitiez dès le départ, et ça ne va pas aller tout seul en claquant des doigts comme ça. Donc il va falloir vraiment bosser, et puis surtout jamais rien lâcher, parce que croyez-moi, des obstacles, j'en ai eu, des difficultés, j'en ai eu tout le long de mon parcours, et j'en ai encore. Et c'est pas que je suis meilleur qu'un autre, c'est pas que j'ai le meilleur physique qu'un autre, c'est juste que je pense que je suis assez persévérant, et peut-être plus persévérant que certains, et du coup c'est pour ça que j'ai réussi à décrocher ma carte pro et que j'ai réussi certaines choses dans ma vie que peut-être d'autres n'ont pas réussi parce qu'ils ont été moins persévérants. Donc voilà, tout simplement,
la persévérance, ça paye toujours un jour ou l'autre. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé si j'ai pas pu répondre à toutes vos questions parce que sinon la vidéo elle aurait duré 4 heures, 5 heures. Donc voilà, peut-être que je referai ça un de ces quatre, en tout cas dans quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications aussi. Voilà, et puis je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos. À la prochaine.